Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Et notre invité ce matin, c'est l'économiste Bruno Coleman. Bonjour Bruno Coleman. Bonjour Monsieur Grandfilet. Ancien chef de cabinet du ministre des Finances, ancien dirigeant de la Bourse de Bruxelles. Vous avez également siégé à la Bourse de New York. Vous êtes désormais consultant. Une brûlante inquiétude, c'est le titre du livre que vous publiez. Ça sort cette semaine, donc c'est vraiment tout frais. Vous êtes devenu éco-anxieux. Mais c'est-à-dire que j'ai adopté un autre point de vue dans ma lecture de l'économie. Ma génération a été éduquée dans l'idée de la toute-puissance du marché, dans ce qu'on appelle l'économie de marché. Et progressivement, avec différents phénomènes comme les gilets jaunes, mais aussi maintenant les grands défis écologiques, je me suis dit que l'équilibre du marché n'était pas suffisant. Et que les défis qui nous entourent sont d'une telle envergure qu'on doit repenser différemment l'économie, dans une vision plus sociale, plus solidaire. Et ça, c'est l'objet du livre, mais il traite essentiellement d'économie et d'écologie. Ça veut dire que vous êtes un enfant du néolibéralisme, en tout cas vous avez été étudiant à cette période-là, vous avez d'ailleurs étudié en partie aux États-Unis, et que vous êtes en train de vous dire, ça c'était finalement une erreur, on n'aurait pas dû prendre cette direction, en tout cas on n'aurait pas dû continuer dans cette direction. Mais d'abord, je pense qu'avec le recul du temps, on se rend compte que le néolibéralisme, c'est d'une vulgarité sans fond. Quand on pense que Reagan, qui a pris ses fonctions en 80, a commencé son discours d'investiture en disant « le gouvernement n'est pas la solution, mais c'est le problème », et que tout le monde disait « le seul rôle des entreprises, c'est de faire du bénéfice », 40 ans plus tard, on doit se dire que cette parenthèse néolibérale se clôture. On a devant nous des défis sociaux, sociétaux, et on doit les aborder avec des États que je qualifie de stratèges. Ça veut dire qu'on doit encadrer l'économie. C'est ça la conclusion à laquelle vous arrivez, alors que vous avez débuté votre carrière en étant plutôt dans l'idée inverse, hein ? Ah ben complètement. Donc toute ma génération a été éduquée dans l'idée du néolibéralisme, dans la toute-puissance du marché. Mais aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que les États ont été sournoisement dépouillés de toute vision stratégique, que les investissements productifs publics ont été escamotés par des contraintes notamment liées à l'euro, et on le voit dans le domaine de l'énergie ou dans d'autres secteurs. Il faut absolument réhabiliter l'État comme étant un arbitre de l'économie. Ouais, qu'est-ce que c'est que la théorie de Wagner ? Parce que je vous pose cette question-là, on entend quand même toujours, y compris dans le discours politique, on ne doit pas trop s'endetter, il ne faut pas que l'État s'endette, il faut qu'on garde la dépense publique sous contrôle, sous maîtrise, sinon ce sont les générations futures qui vont payer. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce fameux Wagner ? Alors Wagner, c'est un économiste allemand du début du XXe qui disait que plus l'État, ou plus une société s'enrichit, devient prospère, plus l'État joue un rôle important dans l'économie parce que la population a besoin de biens sociaux, de biens publics. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Mais vous savez, les dépenses de l'État et même la simple circulation de la monnaie au sein d'une économie par des prélèvements sociaux et des allocations, c'est pas de l'argent qui part en fumée, hein, c'est une redistribution et ça fait partie de tout un contexte de solidarité, un contexte d'aide, de mutualisation des risques. Donc, ce n'est pas mauvais qu'un État s'endette. D'ailleurs, certaines théories économiques maintenant disent que la monnaie devrait être donnée aux États, qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, et que le seul danger, c'est l'inflation. Alors, vous revenez à plusieurs reprises, et c'est un des axes forts de cet ouvrage, c'est sur la notion d'État stratège. C'est quoi un État stratège ? C'est un État qui a conscience des défis sociaux et climatiques, c'est un État qui est exemplaire, c'est un État qui donne confiance aux citoyens, est-ce que j'ai bien résumé, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Non, c'est un peu tout ça, mais c'est un État qui a en fait deux fonctions importantes. Tout d'abord, maintenir le lien social, maintenir la solidarité, l'inclusivité, et s'assurer que, de manière apaisée, on peut voir l'avenir des futures générations, non pas dans la distanciation sociale comme on le voit aux États-Unis, mais dans l'harmonie. Et d'autre part, et c'est encore plus important, c'est un État qui est capable d'avoir un dialogue de partenaires avec les entreprises privées pour articuler l'économie de manière structurée et intelligente. Et ça, ce n'est plus le cas en Belgique, alors que c'était le cas dans les années 70 et au début des années 80. Ça veut dire qu'on a détruit l'État, en tout cas que l'État a reculé ? Mais bien sûr, parce que le néolibéralisme a un objectif, c'est déstructurer toute structure étatique pour que tout soit marché, c'est-à-dire non seulement les capitaux, mais aussi les humains. Et donc tous les corps intermédiaires ont été sournoisement corrodés, je vais dire, par cette espèce d'idée ambiante. Aujourd'hui, on en revient, et puis on se rend compte aujourd'hui que ce qui pose vraiment problème, d'abord c'est la pauvreté, c'est les grands défis écologiques, les grands défis sociaux, et que seul un acteur supérieur, c'est-à-dire l'État, est capable d'arbitrer. Donc, ce livre, en fait, plaide pour la réhabilitation de l'État stratège. Vous êtes en train de devenir marxiste, Bruno Coleman, ou pas ? D'abord, je n'ai pas été marxiste, je n'ai jamais été marxiste, mais je pense que, et ce sera d'ailleurs l'objet de mes prochaines études, je suis en train de revoir les théories économiques. Et finalement, il y a eu deux grands courants dans l'économie. Il y a un courant qui a dit, finalement, c'est tout au marché, depuis à peu près 2 siècles, et puis un autre courant d'origine keynésienne qui a dit, non, l'État a un rôle positif et important à jouer dans l'économie. Je suis plutôt redevenu un keynésien, ce que j'étais d'ailleurs au début de ma carrière. Donc tous ceux qui nous disent moins d'État,
ils vont trouver Bruno Coleman sur leur route. Mais je crois qu'ils se trompent. Parce que moins d'État, ça veut dire aggravation des inégalités et de la pauvreté. Je voudrais qu'on fasse 2 petits focus, si vous voulez bien, des éléments qui sont dans votre livre. D'abord, le choc de la numérisation qu'on est en train de vivre. Et vous nous dites, c'est pas fini. L'intelligence artificielle, ce sont maintenant des métiers relevant de la classe moyenne qui vont disparaître. Ça veut dire que le pire est devant nous. Alors, certains disent que l'intelligence artificielle va nous aider, mais nous sommes dans une économie de services qui traite de l'information. 70% de l'économie, ce sont les services. Si l'intelligence artificielle est capable de raisonner plus rapidement ou mieux que nous dans certains domaines, ça veut dire que des métiers vont disparaître. Vous savez, on parle beaucoup de chat GPT, ça va mettre en péril des métiers de consultants, des métiers de journalistes, des métiers d'écrivains. Donc, il y a d'autres choses qui vont arriver. On n'est pas du tout préparé à cette évolution. Et alors, deuxième aspect, sur la gouvernance, vous appelez de vos voeux à un renforcement de la démocratie et du lien avec les citoyens. Je cite une phrase. « La tendance actuelle est de confondre la pensée avec l'expression irréfléchie d'un tweet. Le ressenti instantané prévaut sur la construction intellectuelle. C'est l'état spectacle et ça doit cesser. » Vous visez la Belgique ou quelqu'un en particulier en Belgique ? Pas spécialement, mais je pense qu'à partir du moment où le sentiment tactile qu'on peut ressentir, émotif qu'on peut ressentir devant une situation, dépasse toute la somme des savoirs de tous les gens qui ont travaillé pour étudier un problème, alors là, on est dans une démocratie qui devient instantanée et numérique. C'est pas du tout l'esprit de ce pays, je pense. Oui, alors il y a en filigrane, derrière tout ça, il y a aussi la réflexion sur les changements climatiques qui nous attendent et la manière d'y faire face. Les démocraties peuvent encore enrayer le réchauffement climatique, c'est encore possible, ça ou pas ? Si elles ne sont pas capables de le faire, ça veut dire qu'on ira vers de plus en plus de dirigisme étatique, de dirigisme économique, et ce sera sans doute en partie le cas. Mais je pense qu'il doit y avoir une grande réflexion citoyenne sur l'écologie. C'est pas un slogan politique. Je crois qu'on aura des cracks écologiques avant l'année 2030. D'ailleurs, quand je dirigeais la bourse il y a une quinzaine d'années, je m'étais amusé à projeter toute une série de déséquilibres, dettes publiques, déficits, écologie, et j'arrivais toujours au point de l'année 2028-2030 comme étant le point de singularité, le point d'exponentialité. Donc, ça veut dire que les 5 ans qu'on va vivre là maintenant, ils sont cruciaux. Ils vont être extrêmement importants, parce que d'abord, il faut gérer l'équilibre social, mais on a devant nous des défis qui sont quasiment existentiels. Ouais. Il faut se préparer à une décennie économique de terre brûlée que vont aggraver les déséquilibres climatiques. Ça, c'est ce que vous écrivez dans le livre. Ça veut dire qu'on peut rajouter la guerre en Ukraine, à laquelle vous faites également référence dans l'ouvrage. Ça veut dire qu'on est quand même dans une période un petit peu sombre. Vous n'êtes pas très très optimiste, localement. C'est-à-dire que la mondialisation qui était heureuse va l'être un peu moins maintenant. Elle va devenir exigeante, parce qu'en fait, elle était exigeante à la base. On a confondu cette mondialisation avec le temps des colonies. Aujourd'hui, on a une population qui est vieillissante, des grands déséquilibres sociaux et bien sûr des problèmes écologiques. Donc, les 10 prochaines années, ça va être le grand choix finalement. Est-ce qu'on veut vivre comme à l'américaine avec un projet individuel de prospérité et on s'en fout des autres, ou bien au contraire, est-ce qu'on retrouve des solidarités ? Moi, je crois qu'on doit suivre ces deuxièmes voies. Comment il est reçu, cet ouvrage, Bruno Coleman ? Alors, vous étiez président de la Bourse en 2008, lors d'une première crise boursière. Vous gardez, j'imagine, un certain nombre d'amitiés et de contacts dans le milieu économique. Vous êtes quoi pour les économistes traditionnels aujourd'hui ? Un traître, un renégat, un lanceur d'alerte, un innovateur ? Comment on vous voit ? Écoutez, d'abord, je dis dans le livre... Et est-ce que vous vous en souciez de ce regard de vos anciens pairs ? Écoutez, quand on écrit un livre, c'est un dialogue intérieur qu'on offre à la critique. Et donc, ça doit être authentique, ça doit être vrai. Je veux dire, il n'y a rien qui est masqué dans ce bouquin. D'ailleurs, je dis en préambule du livre que ça peut paraître non crédible d'avoir changé d'avis au cours des 10 dernières années. Eh bien, figurez-vous que ce livre n'est pas du tout mal reçu par les milieux d'affaires. Parce que je pense que dans le milieu d'affaires, il y a aussi profondément, et parfois de manière un peu occulte, une réflexion sociétale qui s'impose. Et j'espère pouvoir simplement soulever des débats, lancer des idées, peut-être susciter certains doutes. Mais je répète, un livre, ce n'est pas une affirmation, c'est une interrogation qui est là pour ça veut dire qu'on peut vous contester et entrer dans un débat avec vous. Je l'espère bien. D'ailleurs, la plupart des parties importantes de ce livre ont été mis sur les réseaux sociaux avant la publication du livre pour justement que je puisse recueillir toutes les réactions des personnes qui n'étaient pas d'accord. Ouais, on est au début d'un changement systémique, comme on dit, ou d'un changement... Je vais user un grand mot, un changement de civilisation ? On est devant une charnière qui va grincer très fort. Après 40 ans de néolibéralisme, c'est maintenant une nouvelle phase que j'espère étatique et sage qui va s'ouvrir. On doit retrouver les équilibres qu'on avait connus après la guerre. Ouais, et cette réflexion-là, nous, on peut l'avoir en Europe.
Il va falloir qu'elle soit partagée par les autres continents, parce qu'on voit quand même qu'il y a des puissances économiques qui émergent très fort en Asie, par exemple. On voit ce qui se passe en Russie avec la guerre en Ukraine. Il y a les États-Unis, il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Afrique. Il faut que tout le monde repense en même temps la même chose. Oui, mais ce ne sera pas le cas, parce que les modèles néolibéraux sont absolument différents. Mais par contre, l'Europe a toujours trouvé cette troisième voie entre le communisme et entre le capitalisme. C'est en fait la grande vision de Charles de Gaulle. Nous avons été un continent malheureux, un continent qui a dû combiner toute une série d'influences religieuses, historiques très différentes. Et donc, nous sommes peut-être la synthèse de ce que doit être le monde de demain. Vous êtes toujours un économiste aujourd'hui ? Toujours. Et je m'intéresse beaucoup à la théorie monétaire, c'est ma passion. Ceux qui vous voient faire de la politique dans les prochains mois, prochaines années, ils ont raison ou ils ont tort ? En tout cas, je ne serai jamais un élu. Par contre, me voir peut-être comme conseiller ou chef de cabinet, c'est-à-dire dans un rôle de support. Ce que vous avez déjà été. Ce que j'ai déjà été, ce serait tout à fait envisageable. Ça veut dire que vous pourriez revenir dans le monde politique. Mais dans un rôle de support. Oui. Une dernière question. Donc il y a d'abord, je signale une préface de Thomas Dermine, qui est secrétaire d'État à la relance au sein du gouvernement fédéral, membre du Parti socialiste, et un mot sur le titre « Une brûlante inquiétude ». En fait, c'est une citation d'une encyclique. Racontez-nous ça. C'est une encyclique de Pie XI, qui était un pape qui a régné jusqu'en 1939 et qui avait en 1937, donc 2 ans avant son décès, transmis clandestinement en Allemagne une encyclique en allemand à destination des prêtres allemands, parce que l'Allemagne est à la fois protestante et catholique, qui mettait en garde contre le nazisme. Et donc c'était un homme extrêmement courageux. Certains prêtres d'ailleurs ont payé extrêmement cher. Et donc ce titre m'a foudroyé, parce qu'il y a le mot inquiétude que je partage, et le mot brûlant, ça ramène à l'écologie. Je pense que c'était la meilleure combinaison de mots qu'on puisse utiliser pour avoir un titre interpellant. Voilà, une brûlante inquiétude, donc ouvrage de Bruno Coleman, dont vous avez compris qu'il est en train de tourner le dos au néolibéralisme et de nous appeler à avoir des États stratèges qui encadrent l'économie et qui nous aident à affronter les grands défis d'aujourd'hui et de demain. C'est publié aux éditions de la Renaissance du livre. Merci beaucoup Bruno Coleman.